Bonjour, je suis Mathieu Munch, militant au mouvement Zéro Fossile. J'ai fait un travail doctoral sur la question de la justice climatique et donc je vais vous faire une présentation sur de voir comment la question des inégalités mondiales peut nous permettre de nous donner des clés pour agir sur la question climatique de façon immédiate et radicale plutôt qu'à travers le prisme des solutions technologiques. Merci à vous d'être venus, merci à la mairie de Senones de nous prêter la salle. Je vais vous faire une présentation sur un travail doctoral que j'avais fait autour de la question de la justice climatique. La question de justice climatique, en fait, c'est le fait de regarder la question des inégalités dans le but de comprendre quelque chose sur la crise climatique et pas simplement de le voir à travers le prisme de solutions technologiques. On s'est dit d'aller faire cette présentation un petit peu, on était pris au dépourvu à la suite de la dissolution du Parlement, comme vous probablement aussi. Et puis le fait de ne pas voir la question environnementale, notamment la question du changement climatique dans les débats publics, et ben ça amène un petit peu à un certain désespoir et on se dit bon ben on va quand même essayer de ramener ça, même si c'est le fait de mettre quelques flyers dans la rue, de marquer que cette question est absente dans les débats, ça peut permettre de le ramener dans l'état de pensée des gens qui voient ça. Et donc, donc ça fait plaisir de voir qu'on est un petit nombre quand même ce soir. Et puis aussi il y a Julien qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Feuilles Libre qui a filmé ce soir. Tout ça, c'est des sujets qui peuvent être vraiment anxiogènes. Et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles c'est toujours très difficile d'avoir des gens qui viennent à ce genre de présentation. Et si jamais vous avez besoin de prendre du temps, de sortir de la salle pour juste récupérer votre propre santé mentale, ne vous excusez pas du tout. Voilà, ça fait partie de la chose. Donc je vais déjà vous présenter un petit peu pour le point de départ, les questions sur le changement climatique. On va partir de l'accord de Paris parce que c'est un petit peu le dernier accord en date qui encadre la méthode de lutte contre le changement climatique. Elle changeait par rapport au protocole précédent, le protocole de Kyoto, qui en fait n'avait pas mis qui encourageait les parties qui avaient signé l'accord à réduire leurs émissions, mais il n'y avait pas de point de seuil à ne pas dépasser. Et donc ça, c'est l'accord de Paris a un peu changé ça. Et donc ils ont mis une limite de température dessus, ce qui n'était pas présent avant. Et après, la chose qui a été mise en place, c'est un système d'engagement volontaire de tous les États du monde pour permettre, dans le but de réduire leurs émissions et en mettant bout à bout tous ces engagements, que ça nous amène à respecter le seuil de température. Donc cet accord était largement considéré comme un triomphe diplomatique parce que c'est vachement compliqué de faire s'accorder 190 pays ensemble qui ont des positions complètement différentes, des histoires complètement différentes et puis des mesures. Enfin, il y a aussi une certaine animosité de certains pays envers d'autres qui pouvaient rendre les accords compliqués. Mais bon, en tout cas, cet accord maintenant établit la mesure à partir de laquelle les États sont tenus responsables. Donc l'accord de Paris, en fait, il a été ratifié dans les lois nationales. Et puis donc ça a d'ailleurs été fait, enfin en 2017, je crois que la France avait été mise en justice pour le fait qu'elle ne respectait pas ses engagements qu'elle avait pris. Donc ça permet, dans un cadre légal, de pousser les États à prendre des mesures qu'ils jusqu'à maintenant n'avaient pas pris. Donc est-ce que, suite à ça, est-ce que c'est une raison d'être optimiste sur la question ? Donc ce que je vais un petit peu essayer d'appuyer avec cette présentation, c'est que l'engagement autour de l'accord de Paris est en effet un triomphe diplomatique parce qu'elle a excédé ce qui était perçu comme politiquement possible, mais elle n'a pas pris en compte les contraintes écologiques et ni les questions de justice. Donc ce que je vais essayer de défendre, c'est que des politiques climatiques ambitieuses ne peuvent pas ignorer ni les lois physiques ni les inégalités mondiales, sans quoi elles seront très vite dépassées par la réalité. Je vais vous présenter en parallèle d'un côté les politiques climatiques qui sont mises en place et après de les mettre
en miroir avec ce qui est inscrit dans le rapport du GIEC. En premier lieu, on a l'objectif qui est inscrit dans l'accord de Paris. Comme je vous ai dit avant, on a enfin un objectif qui nous donne une température limite. Donc l'objectif c'est de de rester nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et limiter l'élévation de la température à 1,5 degré. Donc en fait, l'objectif c'est vraiment 1,5 degré, mais que si jamais on le dépasse, 2 degrés c'est le plus haut qu'on puisse aller. Mais donc qu'est-ce qui est vraiment impliqué par ces températures-là? Parce qu'on peut se dire, voilà, 2 degrés, on est dans les Vosges, ça peut être agréable en fait d'avoir 2 degrés en plus. Mais ce qu'il faut le voir, c'est en fait, ces 2 degrés, c'est une moyenne mondiale, c'est un peu comme la température corporelle du biosphère. Donc si jamais notre température corporelle, qui est normalement à 37 degrés, si elle passe à 39, et sur des périodes un peu plus longues que 2-3 jours, ça peut amener à des catastrophes. Donc c'est un peu ça qu'il faut voir. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que ça, c'est quelque chose qui est dans le rapport du GIEC, qui ont essayé de voir à quel niveau de température certains seuils de bascule se déclencheraient en fait. Donc, parce qu'il y a la question de point de bascule. À partir de certains niveaux de température, il y a quelque chose dans le système écologique qui va ne plus marcher de la même manière. Donc, il va entraîner une déstabilisation du système. Et on peut par exemple le voir avec le fait de la fonte glaciaire. Une fois que la glace est fondue à partir d'un certain niveau de température, on ne peut pas la recréer. Donc en fait, ça a changé l'écosystème en soi. C'est pareil sur... donc par exemple, le 1,5 degré, on a estimé que... Enfin, c'est pas un objectif qui est neutre non plus, parce qu'il va lui-même entraîner plusieurs dégâts catastrophiques et des migrations de population. Enfin, on estime qu'à 1,5 degré, on a déjà la majorité des coraux qui seront morts. Là, déjà, on a des températures de hausse. Je crois en 2023, en fait, on avait déjà une température de hausse de 1,49. Donc on a presque déjà atteint l'objectif de 1,5 degré de hausse de température. Et puis donc il y a eu la majorité des coraux dans la grande barrière de corail en Australie qui ont complètement blanchi et la plupart sont déjà en dépérissement. Et puis donc il faut aussi se dire que voilà, les coraux c'est un petit peu la pouponnerie de la majorité des poissons dans le monde. C'est un des points centraux où les poissons vont venir pondre leurs œufs. Donc si ça c'est déstabilisé, ça va déstabiliser toute la pêche mondiale. Il y a avec 3,5 milliards de personnes qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. On peut imaginer que ça va entraîner des catastrophes à un niveau humain également, et pas seulement sur l'écosystème, parce qu'on n'est pas complètement, on n'est pas déconnecté de notre écosystème. Après, on a le point de 2 degrés. Les pays se sont accordés pour ne pas le dépasser ça, parce qu'on estime que 2 degrés, on ne va pas encore déclencher des points de bascule qui entraîneraient eux-mêmes plus de réchauffement. Parce que c'est le cas au-dessus de 2 degrés. On peut par exemple imaginer qu'il y aura la fonte du permafrost. Donc c'est des couches polaires, des terres où il y a du méthane contenu à l'intérieur, et que si ça fond, le méthane va se libérer et va contribuer lui-même à un réchauffement. Donc à partir de 2 degrés, on a estimé que c'était encore une limite sûre pour ce critère-là, mais en elle-même, elle va également... On sait que c'est potentiellement le point de bascule sur la couche glaciaire du Groenland. Donc cette couche glaciaire en elle-même, elle va déjà entraîner entre 0,4 et 0,5 mètres de montée des eaux. Donc avec 45 cm d'eau sur les océans en plus, il y a quand même beaucoup de zones côtières qui vont devoir être migrées. Voilà, et donc on peut voir en soi-même que ces seuils qui ont été définis sont arbitraires de certaines manières. Il y a certains critères qui les ont permis d'être sélectionnés, mais on s'est permis de sacrifier certaines populations, certains écosystèmes. On les a jugés comme étant sacrifiables pour le bien commun, en fait.
donc après, la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on se donne les moyens d'atteindre cet objectif? Donc dans l'accord de Paris, eh ben, ce qui est écrit, c'est les parties cherchent à parvenir à un plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. Donc en fait, ça c'était un grand combat des pays en développement, d'essayer de pousser pour que les pays riches prennent, définissent une chronologie de comment ils allaient réduire les émissions, mais en fait, ça n'a pas été... ce combat n'a pas été gagné, donc en fait, ce qu'on a, c'est simplement dans les meilleurs délais. Il n'y a rien qui va forcer légalement les États à prendre des mesures. Donc, comment est-ce que cette temporalité, qu'est-ce que ça implique en fait, le fait d'avoir mis des seuils de température? Donc pour ça, on a, ça c'est un peu un tableau compliqué, mais je vais le résumer assez simplement, c'est qu'à partir du moment où on a un seuil de température, on peut définir un budget carbone en fait. On sait combien de CO2 on pourra émettre pour rester en dessous de 1,5 degré. On sait combien de CO2 on va pouvoir émettre pour rester en dessous de 2 degrés. Donc ça nous donne un budget mondial en fait, de qu'est-ce qu'on peut continuer à émettre. Mais après, donc, tous ces budgets sont couplés à des probabilités de rester en dessous. Donc pour par exemple avoir 83% de chance de rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement, on a encore 300 gigatonnes de CO2. On émet 40 gigatonnes par an. Donc par exemple un budget de 300 gigatonnes, eh ben, en 5 ans, il va être brûlé. Donc en fait c'est pour ça que pour le reste de la présentation, j'ai sélectionné le budget carbone de 900 parce que c'est le seul qui correspond encore à ce qu'on a, pourquoi on s'est mis d'accord dans l'accord de Paris. Donc ça laisse une chance infime de rester à 1,5 degré et ça nous donne la majorité de chances, de rester en dessous des 2 degrés. Et quand je dis la majorité des chances, ça c'est quand même assez effarant, le fait que le plus haut taux de probabilité de rester en dessous de ça, c'est 5 sur 6. Donc, posez-vous la question, si jamais on avait ces taux de probabilité qu'en rentrant dans un avion, qu'il y a une chance sur 6 que notre avion n'arrive pas à destination, eh ben, personne ne prendrait jamais l'avion. Alors que ce sont les probabilités avec lesquelles on est prêt à mettre en jeu la capacité de notre Terre d'arborer de la vie. Donc combien d'années avant 2 degrés? Donc en faisant un petit calcul, ça c'est un calcul qu'un élève de primaire peut faire. Ça c'était les budgets à partir de 2019. Donc le budget carbone qu'on a encore en 2024, c'est 740 gigatonnes pour ce que je vous ai dit avant. Donc le calcul c'est que dans 18 ans, eh ben, on va en fait déjà atteindre les 2 degrés. Voilà. Donc qu'est-ce qui a été mis d'accord pour essayer quand même d'atteindre ça. Donc en fait, comme je vous l'ai dit avant, ils ont mis en place un système de contribution volontaire où chaque État va lui-même soumettre qu'est-ce qu'il s'engage à faire. Et puis on espère qu'en mettant bout à bout toutes les mesures, on arrivera à rester dans ce budget carbone. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas le cas du tout. Là, on avait ce qui était pris. Si on suit le cours de l'économie, voilà la trajectoire de montée des émissions. Ça, c'était avec les politiques qui étaient prises avant l'accord de Paris. Et puis après, ça, c'est si on met bout à bout toutes les contributions qui sont prises. Et donc vous voyez que si on met bout à bout toutes les contributions qui sont prises, en fait, les émissions ne descendent même pas. En fait, elles continuent quand même à monter, elles montent juste moins vite. Donc quand je vous ai dit qu'on émet 40 gigatonnes de CO2 à chaque année, ça, c'est en fait déjà dépassé parce que 2023, on a émis 41,2, donc vous voyez que ça a quand même continué à monter. Alors que si jamais on voudrait rester dans les 2 degrés, en fait, il aurait fallu faire à peu près le double que ce qui avait été promis. Donc bon. Les parties, enfin toutes les nations, lors de l'accord de Paris, ils se sont aussi dit bon, c'est vrai que ça va être difficile, on n'arrivera peut-être pas à ce qu'en mettant bout à bout les choses, qu'on y arrive. Donc qu'est-ce qu'on s'engage à faire pour pallier à ce manque d'ambition? Donc ils se sont mis d'accord de parvenir à un équilibre entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle.
Donc avec un peu ce langage technocratique, ce qui est impliqué en fait, c'est que on s'est mis d'accord à un niveau global de pas réduire les émissions assez rapidement pour rester dans les 2 degrés. Donc on va atteindre les 2 degrés dans les 20 prochaines années à venir, et on espère que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va développer des technologies d'absorption de carbone qui nous permettront de redescendre en dessous de la courbe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le net zéro. Si vous avez un petit peu traîné dans des milieux politisés sur la question du climat, on entend beaucoup ce terme de net zéro. C'est pas zéro en fait, c'est pas atteindre zéro d'émissions, c'est atteindre zéro en comptant les émissions et en soustrayant les absorptions. Sauf que qu'est-ce qu'on implique par absorption? Il y a plusieurs technologies qui sont un petit peu supposées, notamment il y a des captures de carbone directes dans l'air, donc ce serait un petit peu des grands filtres qui absorberaient le carbone et qui le séquestreraient. Sauf que le problème avec ces technologies, c'est qu'elles émettent plus de CO2 qu'elles en retirent parce qu'elles dépendent de l'électricité. Donc pour l'instant, c'est juste des idées, il n'y a même pas de prototype en place. Mais la manière la plus consensuel, enfin, c'est pas consensuel dans les milieux scientifiques, c'est consensuel dans les milieux politiques et économiques. C'est d'avoir de la séquestration, de passer du principe qu'en fait, le carbone qui est dans l'air va être séquestré par les végétaux. Et donc, ensuite, en le brûlant, on va rebalancer ce carbone dans l'air. Donc, ce qui a été supposé, c'est que de capturer le CO2 à la sortie des cheminées des industries et puis de le stocker sous terre ensuite. Sauf que, donc ça, on va appeler ça, le terme, c'est BECS, bioénergie, couplé avec du capture de carbone et séquestration. Donc jusqu'à maintenant, la technologie de capture de carbone et séquestration, c'est quelque chose dans quoi les industries pétrolières ont investi de façon à pouvoir limiter leurs propres émissions et pouvoir extraire plus de pétrole, parce qu'en fait, ils vont séquestrer du carbone et ils vont le remettre sous terre dans les gisements de pétrole qui sont un peu épuisés, et ça leur permet de créer plus de pression dans les gisements pour permettre ensuite d'extraire plus de pétrole. Donc en fait, c'est un système qui n'a pas été pensé pour ce genre de choses. Mais en plus de ça, si vous voyez un petit peu, je vais retourner sur cette slide, là vous voyez la taille de la barre en fait. En 2100, on estime qu'on devra séquestrer environ 15 gigatonnes, donc ça fait à peu près un tiers des émissions au jour d'aujourd'hui. Donc il y a le problème de l'échelle aussi. Non seulement le problème technologique, mais aussi le problème d'échelle. Donc on estime que d'ici 2100, on nécessitera 380 à 700 méga-hectares de terre pour pouvoir créer de la biomasse, la brûler et la réintégrer sous terre. Donc c'est à peu près 1 à 2 fois la taille de l'Inde qui devra être appropriée dans le but de mettre en place ce genre de choses. Et en plus de ça, comme j'ai dit, la technologie n'existe pas encore, c'est juste c'est juste une supposition. Et l'existence de grottes capables de stocker de tels volumes de gaz est purement spéculative aussi, parce que non seulement elles doivent exister, mais en plus on doit prouver qu'elles sont complètement étanches et que le carbone ne va pas remonter à un autre endroit. Voilà. Bon, donc là, voilà, je vous ai fait un petit condensé de l'état des politiques climatiques et de la dissonance avec l'état du consensus scientifique actuel. Donc ce qu'on peut voir, je vais essayer de vous le résumer en quelques mots, on part d'un objectif qui est déjà insuffisant. En plus, ensuite, on a un plan insuffisant pour remplir cet objectif. On a en plus une ambition qui est insuffisante pour mettre ce plan à bien. Et après, au niveau des espoirs, même si nos espoirs eux-mêmes sont devenus insuffisants. Donc là, c'est le moment de la présentation où c'est socialement accepté de perdre un peu la boule. En partant de ce constat, de voir qu'il y a vraiment une insuffisance dans les ambitions politiques de résoudre ce problème du changement climatique, qu'est-ce qui nous reste en fait comme lueur d'espoir? Ce qu'on a appris avec ça, c'est qu'on voit qu'il y a une nécessité que les États réévaluent radicalement leur ambition.
Là, on a un peu voilà, une courbe qui nous indique la vitesse à laquelle devraient descendre les émissions pour pouvoir rester dans les seuils dans lesquels on s'est mis d'accord. Donc là, vous avez vu que depuis les années 2000, en fait, il n'y a pas eu de réduction du carbone. Il y a peut-être juste eu en 2020, avec en fait, l'arrêt total de l'économie globale, on a descendu de 3%. Alors que pour pouvoir s'en tenir aux seuils qui ont été définis, en fait, il faudrait que les émissions baissent de 5 à 10% par an, et chaque année, en fait. Donc, l'arrêt total de l'économie mondiale et le confinement de la majorité des populations n'a pas suffi à même nous mettre sur la bonne ligne. Et puis, bon, l'année d'après, c'était de nouveau de retour à business as usual. Donc, voilà. Donc là, le mot clé, c'est le mot radical en fait. C'est qu'on ne peut pas se permettre de se dire on va y arriver de façon graduelle à avancer vers la bonne direction. Donc voilà, ce qu'on a appris, c'est que les émissions globales doivent atteindre 0 durant nos vies, enfin durant les 20 prochaines années, et qu'à chaque fois, un retard du pic impliquerait des mesures encore plus radicales. Donc si vous avez vu la courbe là, si jamais on l'avait commencé dans les années 2000, on aurait pu avoir une descente plus graduelle. Mais sauf que là, vu que les émissions ont monté, eh ben, le pic doit être vraiment soudain. Et si on attend encore 10 ans, eh ben, le pic il devra être, pour arriver à la même étape, encore plus soudain. Donc la question suivante, c'est comment est-ce que ce fardeau peut être partagé de manière équitable ? Parce que voilà, tout ça, maintenant, on a raisonné de façon mondiale, mais en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de communauté homogène au niveau mondial. Donc, on va avoir besoin de mettre sur la table des questions complexes de qui va faire quoi. La manière qui est souvent mise en place dans un contexte international, c'est de regarder le partage de charges entre pays. Donc, si on regarde, par exemple, ça, c'est les émissions mondiales. On a la Chine qui émet 25% de toutes les émissions mondiales, les États-Unis à peu près 18%, et le reste de l'Europe à peu près 12%. Donc en fait, avec juste la Chine, les États-Unis et l'Europe, on a 50% de toutes les émissions mondiales. Donc bon, on peut voir que rien qu'en voyant ce graphe, on voit qu'il y a des énormes inégalités au niveau international. On a 10 pays, enfin 10 entités, parce que l'Europe, les politiques climatiques sont prises au niveau de l'Europe. Donc 10 entités concentrent à elles seules 71% de toutes les émissions mondiales. Bon, le top 3 est responsable de la moitié des émissions. Et puis les 100 pays du bas concentre seulement 3,5% des émissions. Donc rien qu'en regardant ça au niveau des pays, on peut déjà voir que en fait c'est pas le problème que tous les pays fassent quelque chose pour contrer le changement climatique. C'est vraiment un problème des pays riches, et la Chine est comptée dedans. Mais bon, de voir ça au niveau des États, il y a quelques problèmes qui se présentent, notamment le fait que les comparaisons internationales entre acteurs qui n'ont rien de comparable, on ne peut pas par exemple comparer la Chine avec une population de 1,3 milliard avec le Zimbabwe par exemple. Il y a aussi le fait que ça ne prend pas en compte l'héritage du passé. Là, on le voit à l'instant T, il y a cette répartition des émissions, mais on ne voit pas le fait qu'il y a des États qui ont commencé le processus industriel il y a déjà 200 ans maintenant, et que d'autres le commencent seulement maintenant. Il y a aussi le fait que les inégalités internes au pays sont ignorées, et puis ça ne prend non plus pas en compte la responsabilité des acteurs non étatiques, et notamment les industries qu'on verra après. Donc il y a une autre manière d'attribuer, de regarder la question de justice, c'est d'attribuer un droit d'émission égal par habitant. Donc voilà, on sait qu'on a un budget carbone au niveau mondial. Comment est-ce qu'on le distribue à toute la population? Donc si on regarde là à peu près, on se rend compte qu'il y a déjà eu des émissions, ça c'est un graphe des émissions par tête dans différentes régions du monde. Donc on voit par exemple qu'en Amérique du Nord, il y a à peu près 20 tonnes de CO2 par tête et par an, alors qu'en Europe, on est à peu près à 8. Et en Chine, c'est à peu près à 6. Donc là, je crois que je les ai un peu plus. Donc la moyenne globale, c'est 6 tonnes de CO2 par habitant par an.
Et puis donc voilà, en Amérique du Nord, c'est triple ça. Et puis en Europe, on a 1,5 fois la moyenne mondiale. Donc on peut voir à peu près que un Américain émet autant que 8 Africains. Donc on voit voilà, qu'il y a une disparité au niveau même des populations et pas seulement de voir ça à un niveau étatique. Donc voilà, le système actuel très inégalitaire. Mais là, ce que je vous ai présenté, c'est l'état actuel des choses. Mais comment est-ce que ça se compare par rapport au fait que si on mettait en place une répartition égale? Donc pour faire ça, eh ben, il faut diviser le budget carbone par la population. Donc ouais, je l'ai pris pour 2015 parce que c'était au moment où l'accord de Paris est arrivé en vigueur. Donc le budget carbone qui était en 2015, on avait 1120 gigatonnes pour les 2 degrés, avec une population mondiale de 8 milliards. Donc on peut se dire qu'on a une part équitable par personne de 138 tonnes. Donc ça, ce serait le budget carbone de chaque personne à vie en fait, sur une vie entière. Donc si on regarde à peu près les budgets carbone qui sont attribués à chaque pays selon sa population, on voit par exemple que la population de la Chine, par exemple, elle consommerait son budget carbone en 2033, comparé à la population des États-Unis qui a déjà consommé son budget carbone l'année dernière. Ça, ce serait si on leur attribuait la part qui serait équitable pour leur population. Et puis après, voilà, au niveau de l'Union européenne, il y a des mesures de réduction des émissions un peu plus ambitieuses que les autres pays qui ont été prises. Donc, on a un budget, enfin, des estimations d'émissions qui baisseraient d'année en année, donc ce qui fait qu'on arriverait à maintenir notre budget carbone jusqu'à 2040. Mais bon, quand même, ce budget carbone était censé nous durer jusqu'à 2100, c'était ça l'accord principal. Mais donc là, on voit que les acteurs principaux, quoi qu'il arrive, eh ben, dans les 20 prochaines années, ils vont brûler ce qu'ils avaient en réserve. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que en utilisant plus que leur part équitable, les pays riches limitent les options d'adaptation des autres pays en développement. Et donc, par ce fait, ils perpétuent des schémas d'injustice globale. Voilà, donc ça c'était si on regarde les budgets carbone à l'instant T, mais ça prend encore pas en compte la question historique, parce que comme je vous l'ai dit avant, en fait, il y a certains pays qui ont commencé à émettre il y a 150 ans, alors que d'autres toujours n'émettent pas grand-chose au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, le passé joue toujours un rôle dans le présent, des siècles d'exploitation d'un commun global, si on voit l'atmosphère comme un commun global, a été exploité au bénéfice d'une minorité. Et donc, avec ça, on peut regarder les émissions cumulées par région. Donc, au début, vous voyez, en 1820, c'était vraiment juste en Europe, en fait, qu'il y avait des émissions. Et donc, pendant très longtemps, c'était l'Europe le principal émetteur du monde. Après, il y a, voilà, aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, ils ont commencé à reprendre. Et puis, au jour d'aujourd'hui, eh ben, on a à peu près 25% de toutes les émissions historiques qui ont été émises par l'Europe, 27 par les États-Unis et 11 par la Chine. Même si la Chine, c'est le premier émetteur au jour d'aujourd'hui, dans un contexte historique, ils n'ont toujours pas atteint la masse de carbone que les États-Unis et l'Europe avaient émis. Donc, encore une fois, si on regarde, si on prend en compte la question historique et qu'on essaye de voir ça à travers l'angle de l'équité, on peut attribuer on peut diviser le budget carbone qui existait en 1870 et l'attribuer entre ces différents États. Et après, on peut aussi attribuer la part équitable qui aurait dû être maintenue. Donc, par exemple, vous voyez, les États-Unis, ils avaient
si on leur avait attribué la part équitable de CO2 qu'ils auraient pu émettre pour rester en dessous de 2 degrés, ils auraient eu 120 gigatonnes. Ils en ont déjà émis 730. L'Union européenne, c'est pareil, 270, et ils ont émis 675. Alors que la Chine, techniquement, n'a pas encore émis la part équitable qui aurait pu lui être attribuée. Donc voilà. On entend souvent dire ouais, l'activité humaine est responsable du changement climatique. Donc ça, c'est pas complètement vrai, c'est partiellement vrai parce que oui, en fait, toute notre activité industrielle est responsable, mais le fait de mutualiser la responsabilité alors que les bénéfices ont été privatisés n'est pas forcément juste. Ce n'est pas l'humanité qui est responsable du changement climatique, c'est quelques humains qui se sont appropriés un commun global et ont décidé de l'utiliser pour eux-mêmes. Donc les pays riches ont déjà consommé 2 à 6 fois leur part du budget sur le dos des perspectives de développement des pays du Sud. Donc voilà, donc si on regarde, si on réfléchit, enfin si on prend un peu de recul et qu'on essaye de synthétiser ça, on voit que le changement climatique perpétue un héritage colonial et la perpétuation des violences du nord vers le sud. Et que même en faisant table rase du passé, les politiques actuelles des États riches amènent toujours quand même au même renoncement de justice. Donc ce qu'on pourrait se demander, c'est y a-t-il encore un espoir de changement? En fait, donc, ce qui est peut-être intéressant en voyant dans cette perspective, le fait que le changement climatique n'est pas un problème qui est attribué à l'humanité tout entière, on peut se dire qu'en fait le changement peut être très rapide, mais ne dépend en fait que de la minorité privilégiée des gros émetteurs. Et donc le petit spoiler, c'est que voilà, on en fait partie. Mais donc ça, voilà, on va regarder un peu ça sur la prochaine slide, de regarder le climat comme un problème de privilège. Donc en 2016, il y avait une étude qui avait été faite par Thomas Piketty et un de ses étudiants qui regardait la question des inégalités mondiales en termes d'émissions de carbone. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, les 10% les plus riches du monde sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors qu'à l'opposé, les 50% les plus pauvres sont responsables de seulement 10% des émissions totales. Donc voilà, donc les 10% les plus riches émettent 5 fois plus que les 50% les plus pauvres. Donc la question suivante, c'est de se demander en fait qui sont ces 10%, qui sont cette partie, cette minorité de gros émetteurs. Donc en fait, ils sont concentrés à 40% en Amérique du Nord, à 20% en Europe, à 10% en Chine. Mais donc voilà, en voyant ça, on voit encore, c'est ce que je vous ai présenté avant, il n'y a pas de surprise là-dessus. On voit que c'est toujours en fait dans les pays riches que sont les personnes riches qui émettent beaucoup. Donc par exemple, on peut voir que 60% des Nord-Américains font partie des 10% les plus riches du monde. Et leurs émissions moyennes, par exemple, c'est 32 tonnes de CO2 par an. Et là, j'ai aussi calculé le revenu annuel moyen. Donc pour faire partie de ce top 10, eh ben, le fait d'habiter en Amérique du Nord, c'est à peu près une chance sur 2 pour d'en faire partie. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de regarder sur la statistique européenne, en fait. De regarder que 29% des Européens font partie des 10% les plus riches du monde. Et ces personnes-là ont des émissions de CO2 moyennes de 16 tonnes par an. Et ce qui est assez intéressant, c'est de regarder quel revenu moyen annuel suffit pour vous placer dans les 10% les plus riches. Et c'est un revenu moyen de 30 000 € par an, donc c'est un salaire de 2 500 € par an. Vous faites déjà partie des 10% les plus riches du monde, ce qui vous place dans la catégorie des gros émetteurs.
Donc ce pourquoi je présente ça, c'est que en fait, on estime souvent qu'en fait c'est que les ultra riches qui vont forcément être responsables et qui devront prendre des mesures. Mais en fait, c'est pas complètement vrai parce qu'il y a quand même une partie de la classe moyenne européenne qui, dans un contexte mondial, a beaucoup de privilèges et donc il faut les prendre en compte. Donc voilà, qu'est-ce qui définit le mode de vie de ces 10% les plus riches? Donc on pourrait se dire, ouais, voilà, c'est les paquebots, le fait d'avoir un hélicoptère privé, le fait de balancer une bagnole dans l'espace pour son propre plaisir. Donc ces choses-là, par exemple, j'argumenterais qu'en fait, ils jouent un rôle culturel important parce qu'ils définissent un petit peu les aspirations du reste des gens de la classe moyenne. Mais ces personnes-là ne sont pas assez nombreuses pour générer le gros des émissions. Au contraire, on va regarder un petit peu ce plancher sur qui sont ces 10% les plus riches, les personnes qui gagnent 2 500 € par mois, par exemple. Donc là, ça vient d'une étude où ils ont regardé quelle forme de changement dans sa vie personnelle pourrait générer le plus d'économies au niveau carbone. Donc il y a par exemple le fait de ne pas avoir de voiture. Ça, c'était vraiment la chose qui enlèverait, qui permettrait de sauver le plus de CO2 comparé à le fait de changer sa voiture pour une voiture électrique. Ça enlèverait à peu près 1 tonne de carbone à l'année. Il y a le fait de prendre un vol Paris-New York, c'est 1,5 tonnes de carbone. Il y a par exemple le fait de manger végétarien, ça enlève à peu près 1 tonne. Mais en fait, ce qui est intéressant en regardant ça, c'est que tout ça, c'est à l'année, de combien de CO2 ça enlève à l'année. Mais la seule chose qui est répétable là-dedans, c'est l'avion en fait. Donc en fait, parce que pour atteindre 32 tonnes de CO2 à l'année, on ne peut pas devenir 10 fois végétarien soi-même ou ne pas avoir de voiture 10 fois. Le seul truc qui peut être répété, ça va être le fait de prendre l'avion. Donc c'est comme ça que cette catégorie des 10% les plus riches arrive à avoir des taux de CO2 bien plus importants que la moyenne mondiale. Il y avait une statistique qui était intéressante aussi, c'est que 70% de tous les vols sont pris par 10% de la population. Donc en fait, voilà, c'est j'argumenterais que l'avion est le point du mode de vie qui est déterminant pour définir quel est ce mode de vie qu'on essaye de changer pour permettre d'atteindre ce seuil des 2 degrés. Donc en voyant ça, on se rend compte que voilà, la plupart des 8 milliards d'humains ont très peu de marge pour réduire eux-mêmes leurs émissions parce qu'elles n'ont déjà pas de voiture, elles ne prennent pas l'avion, elles mangent très peu de viande. Ce qui était intéressant, ce que je n'ai pas mentionné là-dessus, c'est de regarder un peu les autres choses. Donc, par exemple, de laver ses vêtements avec de l'eau froide, de changer ses ampoules. Tout ça, c'est vraiment des changements minimes qui, dans le reste des choses, n'étaient vraiment pas en corrélation. Si on prend une fois l'avion, en fait, on peut changer une centaine d'ampoules. Et voilà. Donc voilà, il y a une forte asymétrie de responsabilité qui nécessite une réduction rapide et soudaine de la part des 10% les plus polluants. Donc ça, je l'avais déjà montré avant. Donc jusqu'à maintenant, voilà, on s'était un peu focalisé en premier lieu sur la question des États. Deuxième voie, de voir la question de la responsabilité individuelle. Mais après, il y a aussi la question de la responsabilité des entreprises elles-mêmes qui n'était pas prise en compte. Voilà. On s'était mis d'accord avant que le budget carbone qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est 240 gigatonnes de CO2. Après, si on regarde la totalité des réserves de combustibles fossiles qui sont connues et économiquement viables, eh ben on arrive à peu près 3500 gigatonnes de CO2. Donc ça, c'est en fait tout le pétrole, le charbon et le gaz qui est encore sous terre et qu'en fait on attend juste d'extraire pour pouvoir le brûler.
on arrive à 5 fois le nombre du budget carbone. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ces réserves de combustible qui constituent les actifs des compagnies comme Total, Shell, Exxon, tout ça, elles ne seront pas exploitables si on se dit qu'on va faire quelque chose contre le changement climatique. Donc ça veut dire que 80% de la valeur de ces actifs est imaginaire et que en fait ces entreprises, c'est toujours les entreprises qui sont les plus profitables dans un marché mondial. Il y a beaucoup de portefeuilles d'actions qui contiennent des actions chez les entreprises fossiles parce que historiquement c'est les entreprises qui ont été les plus profitables. Mais en réalité, donc si on se dit que si globalement il y a quelque chose qui est fait contre le changement climatique, eh ben ça nous amènera à une catastrophe économique de la même manière parce que la plupart de notre économie est connectée à cette valeur des énergies fossiles. Donc en fait, on ne peut pas éviter de crise dans ce sens-là. Il y a après le fait que voilà, dans les réserves qui sont déjà développées, donc des puits de pétrole déjà en train d'être extraits, des raffineries, on arrive déjà à 1000 gigatonnes de CO2 qui est inclus là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un tiers des projets déjà en activité qui devront être abandonnés prématurément. Donc après, donc voilà, il y a là, les questions de la responsabilité. Pour l'instant, je vous ai parlé j'ai pris un angle qui était le plus objectif possible, de regarder la question au niveau mathématique de est-ce que c'est possible de continuer à avoir une industrie pétrolière dans un monde qui fait quelque chose par rapport au changement climatique. Mais il y a une deuxième partie de la responsabilité qui est l'influence que ces industries ont jouée sur la politique globale. Notamment en créant une architecture de déni climatique. Donc en 2016, c'était 2016, juste après l'accord de Paris, eh ben, il y a eu un reportage d'investigation qui ont regardé dans des documents internes à la société ExxonMobil qui a ressorti qu'en fait les industries pétrolières faisaient de la science climatique dans les années 60 déjà. Et ils avaient des rapports très sérieux qui leur indiquaient que ça allait être un problème pour leur modèle économique et qu'il fallait qu'ils fassent une transition vers des énergies propres. Mais ce qu'ils ont fait avec ces données-là, eh ben, en fait, ils ont préféré les enterrer et investir dans du lobbying pour retarder l'action climatique au maximum pour ne pas impacter leur modèle économique. Donc ça, voilà, nous ont mené pour ça des campagnes publiques de désinformation. Donc là, il y a une partie d'un document interne dont je vous parlais avant qui explicite que la victoire sera obtenue quand le citoyen moyen comprend les incertitudes dans la science du climat, que les incertitudes climatiques font partie des croyances populaires. Donc en gros, ils n'essayaient pas de dire « Ah non, le changement climatique, ça n'existe pas ». Ce qu'ils appuyaient, c'était en fait de dire que la science sur le sujet n'est pas encore complètement définie, qu'il faut en faire plus, qu'il faut faire plus d'études, qu'on a besoin d'en savoir un peu plus. C'était un peu la même chose que des industries du tabac avaient fait la même chose à partir du moment où le tabac était corrélé au développement d'un cancer. Ils ont appuyé le fait qu'il y avait plein d'autres facteurs qui pourraient rentrer en jeu. Et dans le cas du changement climatique, c'était le cas. Pendant un long moment, la question dans les croyances populaires n'était pas définie selon si le changement climatique était réellement quelque chose causé par l'homme ou si c'était potentiellement quelque chose de naturel avec des changements solaires ou des volcans ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, donc ça, la raison de pourquoi on a mis autant de temps à ce que la conscience du changement climatique soit vraiment acceptée de façon quasi consensuelle, c'est parce que les industries fossiles ont fait tout un travail de désinformation depuis les années 60. Donc voilà, donc ça c'est encore dans leurs choses, ils disent que tant que le changement climatique ne devient pas un non-problème, c'est-à-dire que le protocole de Kyoto est défait et qu'aucune autre initiative n'est prise pour endiguer la menace du changement climatique, nous ne pourrons nous déclarer vainqueurs pour nos efforts. Donc d'une certaine manière, en fait, ça paraît assez complotiste de dire ça, mais en fait, en regardant dans les travaux d'investigation de journaux très crédibles comme le Washington Post, le New York Times,
eh ben, on peut se dire, ok, il y a vraiment eu un complot en fait. La question du complotisme, c'est pas toujours inavéré. Dans certains cas, il y a vraiment des industriels derrière qui ont beaucoup d'argent pour pouvoir l'investir dans des campagnes de désinformation. Et c'est par exemple ce qu'ils ont fait. Donc là, c'était encore dans leur document interne, c'est vraiment trop petit pour le voir. Mais en fait, on voit leur financement dans des groupes de pression citoyens en fait, ils ont donné de l'argent à des groupes qui se présentaient comme des associations citoyennes, des groupes qui disaient « Ah non, nous on veut continuer à pouvoir avoir notre voiture ». Et donc des gens qui ont fait pression sur des politiques locales. Donc tout ça, ils avaient été financés par différents moyens par les industries pétrolières. Après, il y a la question du lobbying aussi. On peut regarder par exemple au niveau européen l'impact du lobby du gaz. On voit que le lobby du gaz dépense 30 fois plus chaque année que les groupes jugés d'intérêt public. Donc les groupes de défense de l'environnement par exemple, il y a 30 fois plus de dépenses qui vont pour influencer des politiques en faveur de l'industrie du gaz. Donc ça amène à une surestimation des besoins en gaz qui est chaque année, à chaque fois que l'Union européenne en fait va faire une estimation de combien de gaz va être nécessaire pour l'année suivante. Et ben, ça c'est par exemple la courbe qui avait été définie en 2003. Elle était supérieure à la courbe qui était définie en 2005 et vous voyez qu'à chaque fois ces estimations sont bien en dessous de la consommation réelle et que même à l'heure actuelle, où en fait il y a beaucoup moins de gaz qui a été consommé qu'au début des années 2000, et ben, la courbe estime toujours un pic à venir. Il y a aussi des projets de financement public comme des pipelines. Il y a par exemple la Banque d'investissement européenne qui a financé le gazoduc transadriatique à hauteur de 2 milliards d'euros. Donc c'est dans le but d'importer du gaz d'Azerbaïdjan. Donc tout ça, c'est avec des financements publics. Et ces financements publics, on leur accorde parce qu'en fait, ils ont une telle force de lobbying au sein des institutions qui leur permet d'avoir l'oreille des politiciens. Donc dans la question des subventions publiques, on voit qu'il y a par exemple 1000 milliards par an de subventions accordées aux industries fossiles. Comparé aux 100 milliards par an d'aide à l'adaptation qui ont été promis dans le cadre de l'accord de Paris. On voit aussi que les pays du G20 dépensent plus de 70 milliards par an pour des infrastructures fossiles, comme des pipelines de gaz, des terminals de liquéfaction de gaz, et que seulement 19 milliards sont investis pour des projets d'énergie renouvelable. Donc on peut se dire, ok, il y a une transition énergétique vers les énergies renouvelables, mais cette transition, en fait, elle n'a pas lieu parce qu'en fait, il y a surtout plus un ajout de nouvelles infrastructures et que cet ajout d'infrastructures est toujours dans le sens des énergies fossiles. Ok, donc voilà, j'en ai fini avec cette section, donc je vais essayer de résumer ça en quelques phrases. Donc on peut voir en premier lieu qu'il y a une très forte asymétrie de responsabilité, que ce soit en regardant à un niveau des États, que ce soit entre les individus eux-mêmes ou entre des groupes d'individus et des entreprises. Que les pays riches devraient décroître leurs émissions d'environ 10% par année durant 7 décennies pour maintenir une chance de rester en dessous des 2 degrés. Que le Nord global a déjà utilisé sa part équitable du budget et a maintenant une dette envers les pays du Sud. Et que sans que les riches du monde ne changent radicalement leur mode de vie, que la barre des 2 degrés est maintenant intenable en fait. Parce qu'ils constituent à eux-mêmes 50% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Donc s'ils ne veulent pas changer leur mode de vie, eh ben, il n'y a plus aucune chance de rester en dessous de ce seuil. Et dernièrement, que l'action individuelle sera vaine aussi longtemps que l'industrie pétrolière continuera à exercer une telle influence sur les politiques publiques. Ok, donc voilà. Donc pour conclure,
Bon, là, je crois que vous l'avez compris, que la crise climatique était une menace existentielle immédiate, que c'est pas en fait quelque chose qu'on attend d'ici la fin du siècle. Comme je vous l'ai présenté en première partie, c'est vraiment dans les prochaines 15-20 années qu'on va atteindre des points de bascule critique et qu'en fait, jusqu'à 2100, on espère dans la deuxième moitié du XXe siècle de pouvoir trouver une solution technologique qui nous permettra de revenir en arrière. Donc pour éviter de mettre tous nos espoirs sur cette innovation technologique miraculeuse, on a besoin d'une transformation radicale de la société et que, en fait, cette transformation radicale de la société est inévitable, qu'on le veuille ou non. Soit elle le sera de façon préventive parce qu'on aura fait assez pour faire quelque chose contre le changement climatique, donc réduire nos émissions de 10% par an, c'est radicalement changer notre économie et nos modes de vie. Ou soit on aura failli à éviter l'effondrement climatique, et donc dans ce cas, la radicalité, elle sera d'une toute autre nature. Mais malheureusement, le scénario du pire se profile de plus en plus, alors que ceux qui peuvent encore faire changer les choses se refusent à prendre leurs responsabilités. Les politiques de nos gouvernements pour les 30 prochaines années reposent sur des espoirs naïfs de salut technologique. Donc voilà, ça, je viens de le mentionner. Et donc voilà, pour essayer de conclure et de synthétiser tout ça, je dirais que si l'on tient compte des inégalités mondiales et de l'inertie de nos systèmes politiques, il apparaît comme impossible d'éviter l'emballement climatique tant qu'une prise en compte des privilèges ne sera pas mise au cœur de toutes nos actions. Donc voilà, ça c'est ma présentation. Donc après, ça a dû vous laisser plein d'idées, de questions en tête, donc je vous invite à